j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je souhaite à tous ceux qui sont en vacances de bonnes vacances, à tous ceux qui sont bientôt en vacances, courage, vous allez y arriver. À tous ceux qui ont eu tous leurs examens, félicitations. Que du coup, l'aventure continue si vous allez dans d'autres études supérieures ou dans le monde du travail. Et puis ceux qui malheureusement ne l'ont pas eu, accrochez-vous, on peut toujours y arriver. En tout cas, moi, la semaine a été compliquée. Parce qu'il fait chaud, hein. Il fait pas mal chaud en ce moment, donc voilà, c'est surtout pour ça que c'est compliqué en tout cas. Mais voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu. Je vais vous montrer du coup mes dernières lectures, je vais vous faire un petit point. Mais du coup je vais vous parler de toutes les lectures avant que j'ai lu, avant ma pile à lire du coup de l'été. Parce que je pense que je ferai une... Excusez-moi. Je vais vous parler de toutes mes lectures avant ma pile à lire de l'été, parce que je pense que je vous ferai une lecture, une vidéo juste sur ça, sur ma pile à lire de l'été. Donc du coup voilà, il y a 4 brochets, j'ai un e-book et surtout toutes ces lectures j'ai un énorme coup de cœur pour un, et j'ai en fait c'est 2 énormes coups de cœur mais totalement différents sur 2 bouquins. Donc du coup je vais vous montrer tout ça, c'est parti. J'ai lu Class Sport, La princesse sans visage, Nevernight 3, The In-Between, Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Alors on va commencer par mon e-book, du coup, hop là. Hop, c'est Class Sport, du coup, Sport qui est du coup le tome 2 de la saga Red Queen, que je continue doucement mais lentement. Je la lis un peu quand j'ai pas trop d'idées sur quoi lire, ou alors quand je sais pas trop quoi lire. C'est un peu une saga tampon qui me sert de tampon. Et donc du coup dans ce tome là on retrouve du coup on va dire que c'est suite à une énorme trahison du coup, puisque nous sommes sur Mar ou Marée, je ne sais pas comment on dit, qui du coup retrouve la résistance des Rouges. Elle fait partie d'eux, sauf que du coup ils ont emmené un prince avec eux qui du coup est, on va dire, enfermé, et leur prisonnier. Maven est du coup devenu roi, il est monté sur le trône, excusez-moi, il fait sa grand défilé à travers tout le pays pour montrer sa puissance. Sauf que du coup, elle n'a qu'un objectif, c'est trouver les autres rouges comme elle, qui ont des pouvoirs d'argent. Sauf que du coup, elle va vite se rendre compte que Maren, et lui aussi Maven, et lui aussi sur du coup la trace de ces rouges là, et on tourne vraiment un peu à une chasse ouverte entre les deux, à un combat d'esprit aussi, parce qu'on voit vraiment Marc qui s'enfonce réellement de plus en plus dans la solitude, dans le défaitisme un peu aussi. Elle ne sait absolument pas quoi faire, mais aussi la cruauté, parce qu'honnêtement elle devient totalement différente, elle devient vraiment limite un peu un monstre, un argent pour le coup, ce qui est assez surprenant. Elle se perd dans ce tome là, elle se perd réellement, elle ne sait plus quoi faire, ni comment faire, ni à qui accorder sa confiance. Elle ne veut plus mettre plus personne en danger, elle ne veut plus que plus personne ne meure à cause d'elle. Sauf que du coup, c'est pas possible quand il y a une guerre, quand il y a un combat entre 2 camps. Malheureusement, il y a toujours des pertes, et ces pertes-là, elle les veut plus, sauf que ça va devenir très très compliqué, on va le voir. Donc voilà, c'est vraiment un tome en fait où on voit le duel entre Marée et Maven, du coup, qui pour le coup, même s'il n'est pas en face à face, même s'il n'est pas direct, il est vraiment plus psychologique. Et au milieu de tout ça, du coup, nous avons le deuxième prince, qui du coup, lui, est totalement perdu, il ne sait plus quoi faire. Il est détruit parce que la mère de Maven l'a obligé à tuer son père. Il ne sait plus non plus qui est son frère, même si du coup il a été trahi, il l'aime quand même, c'est son frère. Et il va devoir choisir un camp, car même s'il est s'entend très bien avec certains rouges, surtout ceux avec les capacités spéciales, il restera toujours un argent, et donc du coup il restera l'ennemi pour certains, et donc c'est quelque chose d'assez compliqué pour lui, parce qu'il ne sait pas quelle position adapter. Il est un peu les fesses entre 2 chaises, il ne sait pas ni quoi faire ni comment faire, et certaines paroles ou gestes sont un peu maladroits et il s'en rend compte. Donc
on voit aussi cette partie-là qui du coup est assez intéressante. Il y a aussi malheureusement pour moi une des plus grosses pertes qui m'a vraiment fait effondrer le cœur, qui est le frère de Marie qu'elle aimait le plus. Et honnêtement, c'est quelqu'un que j'imaginais pas mourir. Vraiment quasiment invincible. Qu'est-ce que tu fais, ma belle? Que j'imaginais invincible, que je voyais pas mourir. Donc franchement, j'ai été vraiment triste à ce moment-là. Et le tome 3 se termine sur, on va dire, une capitulation déroutante et qui m'a glacé le sang. Parce qu'elle me fait très très peur, cette capitulation, parce que j'ai peur de ce qui va lui arriver à la personne qui capitule. Et ça va être, à mon avis, très très dur et elle va être énormément détruite, cette personne-là. Donc ça me fait très peur pour la suite. Mais pour le coup, j'ai vraiment hâte de me relancer dedans parce que je veux voir ce que ça donne. Franchement, je veux le voir à genoux, Maven, et je veux absolument. C'est le genre de... Je pense que je leur ai mis 2 tartes si je l'avais en face de moi. Ensuite, je vais vous parler, on va aller pour mes livres brochés, on va aller du moins, celui que j'ai moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Donc on va du coup continuer avec The In-Between. Donc nous suivons Tessa, qui est une jeune fille qui est abîmée par la vie. Elle ne fait confiance à personne sauf sa meilleure amie. Même à ses parents adoptifs, c'est très compliqué qu'elle s'ouvre à elle, sauf que tout change lorsqu'elle rencontre Skylar, du coup, ce garçon qui va s'intéresser à elle, à ce qu'elle pense, à ce qu'elle dit, à sa photo. Elle va du coup tomber amoureuse, elle va découvrir l'amour. L'amour, on va dire, parental, l'amour avec un grand A, celui qui fait mal quand il s'arrête, car c'est là qu'est tout ce roman, c'est que cet amour-là s'arrête, puisque du coup... Skylar disparaît et lorsqu'elle l'apprend, du coup, on voit tout son processus de deuil. Et c'est ce processus de deuil, du coup, qui fait partie intégrante du bouquin. Il a une dimension un peu aussi, on va dire, spirituelle et un peu fantasy. Mais même si l'histoire d'amour est très belle, j'ai passé un bon moment de lecture. Ce n'est absolument pas un énorme coup de cœur pour moi. Ce n'est pas un livre que je relirai ou lirai de nouveau. Je sais même pas si je vais lire le livre, je vais regarder le film parce que du coup il y a un film sur Netflix aussi qui est sûrement très bien, mais comme j'ai eu beaucoup de mal avec le bouquin, je pense pas que je me lancerai dedans. Vous voyez, j'ai même pas grand chose à dire parce que c'est un peu tiré par les cheveux à mon sens, honnêtement, donc c'est pour ça que je pense que j'ai eu autant de mal à m'y plonger. Donc voilà, c'est pas du tout un coup de cœur pour moi. Ensuite, nous avons la princesse sans visage, qui pour moi est une très très belle surprise. Honnêtement, c'est une lecture que je ne m'attendais pas à apprécier autant. Parce qu'on est dans un univers certes fantasy, royauté aussi, mais ça me faisait un peu peur. Le thème du coup, en fait, où 7 jeunes filles sont, on va dire, en compétition pour le trône. Et l'une d'elles est belle à mourir, c'est-à-dire qu'elle a un masque en continuité. Et si elle l'enlève, en fait, toute personne qui la voit meurt. Donc ça me fait un peu penser à Méduse, qui du coup, dès qu'elle regarde quelqu'un dans les yeux, il se transforme en pierre, en fait. Et donc du coup, on va voir cette compétition-là, mais du coup, on est surtout concentré sur Ivy, qui est du coup cette princesse belle à mourir, qui est du coup en fait aussi l'héritière légitime du trône pour lequel ces 7 jeunes filles se battent, puisque du coup elle est la fille du roi gris, si je me souviens bien. Et donc du coup elles vont devoir affronter des épreuves choisies par 3 reines, qui pour être honnête sont juste majestueuses. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais honnêtement c'est... Juste en fait les descriptions, j'avais l'image qui venait directement des personnages et c'était une impression de, vous voyez, juste en fait de majesté, juste en les imaginant. C'est le genre de personnes qui rentrent dans la pièce, tout le monde s'arrête et les regarde tellement il y a un aura avec elles. Donc franchement j'ai eu aucun mal à me plonger dans l'univers. J'ai une chose qui m'a du coup un peu déroutée au début, c'est leur magie qui s'appelle les ombres, c'est les ombres ou les arcs, qui est du coup en fait un peu spécial, honnêtement.
mais en fait qui correspond totalement à l'univers, puisque du coup on voit des personnages qui sont par exemple des lézards qui marchent, ou des hommes avec des queues, des plumages ou autres, donc honnêtement, ou un chat. Franchement, c'est un univers complètement déroutant, déluré, qui irait très bien par exemple avec la Alice au Pays des Merveilles. Ça serait parfait. Mais j'ai juste adoré, et j'ai vraiment aussi beaucoup aimé voir Ivy grandir. La fin, pour le coup, me fait très peur, parce qu'on est vraiment sur on va dire une trahison énorme. J'ai un peu peur de voir ce que ça va donner. Ça a l'air aussi assez spécial, honnêtement, donc j'ai hâte de voir et de me plonger dans le tome 2, et j'ai vraiment hâte de voir aussi Ivy, comment elle va se battre, parce qu'on l'a vu grandir dans ce tome-là, et j'ai vraiment apprécié toutes ces épreuves qu'elle a vécues et les vivre avec elle, donc j'ai hâte. Je me répète beaucoup, j'ai l'impression, dans cette vidéo. Et les deux derniers, du coup, on est sur deux énormes coups de cœur totalement différents. Donc nous avons Le jour où le soleil ne s'est plus levé, qui est un coup de cœur sidéral, émotionnel. C'est juste mon côté... Là, c'est juste mon côté, on va dire, vraiment... J'ai eu vraiment l'impression de me retrouver énormément dans ce bouquin. Donc ça a été aussi peut-être pour ça que ça a été si compliqué de le lâcher, et des fois si compliqué de le lire. Et on est après sur Nevernight, le tome 3. Et là, c'est juste... parce que c'est une fin majestueuse qui est vraiment à la hauteur du bouquin. De Saxus a encore fait un très beau travail sur le bouquin. Je vous montre sans la jaquette, qui est juste sublime. Et honnêtement, je ne sais pas par lequel attaquer, parce que les deux vont me mettre un peu émotif. Je vais être totalement honnête, et je vais éviter d'avoir la voix qui tremble de trop. Donc du coup, voilà. Bon, j'ai commencé par celui-ci, hein, je l'ai dans les mains. Donc c'est parti. Donc nous sommes sur Nevernight, le tome 3. Et donc nous sommes sur un début qui a été une fin sanglante. Qu'ici, une fin sanglante. Du coup, nous retrouvons Mia, qui est persuadée d'avoir enfin accompli sa vengeance, d'avoir pu tuer les personnes qui ont tué sa famille et donc détruit sa vie. Et retrouver aussi, du coup, son petit frère. Sauf que là, rien ne se passe comme prévu, puisque du coup, les retrouvailles avec son petit frère, soyons honnêtes, sont plus que houleuses. Il ne sait pas qui elle est, il ne la connaît pas, et donc il la traite d'esclave, puisque du coup, il est le fils du sénateur, et donc elle, avec du coup sa cicatrice sur la joue, n'est qu'une esclave à ses yeux. Il ne croit absolument pas quand il lui dit que c'est son petit frère, ils sont du même sang. Donc pour être honnête, ils ont totalement le même caractère, honnêtement. Ils sont totalement semblables, ils vont parfaitement en synergie. C'est vraiment un lien familial, je pense, ce caractère-là, parce qu'ils ont, pour moi, exactement le même. Et honnêtement, Mia, qui est une jeune fille dans les autres tomes qu'on a vu, quelqu'un d'absolument pas patient, qui fonce dans le tas, et qui, quand elle est énervée, au bout d'un moment ça suffit, va être totalement différente avec son petit frère. Elle va être douce, elle va accepter ses critiques, elle va aussi répondre à ses questions, mais, et ça a été quelque chose que je suis contente, elle tape aussi des points quand il faut, quand il insulte par exemple son père, le père que Mia pensait être son père biologique, leur mère biologique à eux deux, ce qui s'est passé. Quand il défend aussi le sénateur, chose qu'elle ne conçoit et comprend absolument pas, elle tape du poing sur la table, elle lui explique qu'au bout d'un moment ça suffit, il a le droit de penser ce qu'elle dit, ce qu'il pense, mais il ne doit pas lui dire, parce qu'elle estime qu'il a une vision biaisée de la chose. Donc ces retrouvailles, elles ont été plus que, on va dire, sportives, et honnêtement, on voit leur relation au fur et à mesure. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, puisque elle évolue, elle n'est pas la même qu'au début, et cette évolution se fait en douceur, se fait dans les larmes, dans le sang, dans le combat, et c'est ce qui, à mon avis, a rendu leur relation aussi forte jusqu'à la fin. Donc honnêtement, ça a été une très belle évolution, et voir cette facette-là de Mia, qu'on n'avait pas vue jusque-là, et elle la montre du coup avec son petit frère, mais aussi du coup avec la femme qu'elle aime, Aishlin,
qui du coup en fait va lui dire à un moment donné que c'est bon Mia, ça suffit, je veux dire t'as souffert, t'as le droit à avoir une vie tranquille, paisible. Et elle lui propose un rêve que Mia n'aurait jamais imaginé. Une vie tranquille, paisible au bord d'un lac, dans une... Bon, c'est plus un château quand elle le décrit, mais quelque chose de très calme. Et Mia qui, au début, dit « Non mais tu me vois vivre là-dedans », finalement, dans ce bouquin-là, on la voit énormément grandir. Et... Excusez-moi. Et c'est là qu'elle dit que finalement, cette vie-là, peut-être que ça lui irait plutôt bien, ça lui conviendrait. Mais on voit aussi un nouveau personnage qui revient. Il s'agit du coup de Trick, qui est censé être mort, rappelons-le. Va du coup expliquer à Mia pourquoi il est revenu et sa destinée. C'est là que du coup tout prend forme enfin. Le pourquoi du comment. Et comment il est revenu, il est revenu, il le dit honnêtement, et ça a été un moment très fort pour moi quand il a dit qu'il est revenu uniquement par amour pour elle, et c'est son amour qu'il ressentait pour elle qui l'a sauvé et qui l'a guidé dans les ténèbres. Donc honnêtement, ça a été très, très fort. Et puis vous vous doutez bien, les retrouvailles du coup entre Trick et Aisling ne sont pas forcément très bien passées, puisque elle l'a tué. Donc forcément, Mia a aussi été un peu prise entre deux feux, puisque du coup, elle a couché avec Trick et en même temps, du coup, elle couchait, son amante actuelle était la tueuse de son ex-amant. Enfin, ça a été, pour le coup, c'est très compliqué, mais c'était adorable. Et elle va faire aussi de très belles rencontres, des nouvelles alliances, bon, certaines un peu bizarres, honnêtement. Mais elle va faire la rencontre d'un pirate qui va se retrouver et être son plus grand fan, son plus grand protecteur, mais aussi l'homme le plus courageux qu'on ait pu voir dans ce tome-là. Ce qui va tout faire pour sauver la République et ses habitants. Quant à Mia, du coup, elle va embraser sa destinée. Elle va faire en sorte d'accomplir sa vengeance, mais aussi de sauver certaines divinités, et j'ai beaucoup été étonnée de voir cette partie-là du tome, mais en fait, du coup, ça explique tout ce qui s'est passé avant, le pourquoi du comment, et honnêtement, j'ai adoré ces pointes de divinité qu'on a vues. On a passé aussi un très long moment dans l'église rouge, puisque du coup, son mentor y était enfermé, et honnêtement, on a vu du coup une autre facette de lui, qui était très drôle, honnêtement. Il était certes grincheux, il avait toujours ce mauvais caractère, mais du coup, on voyait aussi l'épéiste qu'il a été, le tueur qu'il a été, et honnêtement, ça a été... j'ai beaucoup aimé voir ce roman-là est rempli de petites facettes qui s'imbriquent tellement bien, en fait, qui font que la fin est juste majestueuse. Quand j'ai fini le bouquin et que j'ai fermé la couverture, j'étais triste. J'ai d'énormes et plein de citations que j'ai surlignées et adorées, parce que c'est un des bouquins, honnêtement, une des fins de série et saga que je relis régulièrement, parce que ça fait partie pour moi, du moins à mon avis, des classiques quand j'ai besoin d'un peu, on va dire, de courage et de badass attitude, puisque c'est ça, hein, Mia, c'est une héroïne badass qui n'a besoin de personne, juste d'elle-même pour être sauvée, et de son fameux gentilhomme qui est toujours présent. Donc du coup voilà, ça fait partie d'une des sagas que j'apprécie et que j'aime le plus. Du coup, j'ai envie de vous parler de ce bouquin, mais j'ai peur de vous spoiler la fin, donc honnêtement, si vous avez commencé cette saga, allez, lisez les 3 d'un coup, vous allez voir, c'est juste une pure merveille. Et après, du coup, on est sur un tome 2 que je n'attendais pas, puisqu'il s'agit de le jour où le soleil ne s'est plus levé. Et donc, du coup, en fait, c'est pas une suite de le jour où les étoiles se sont éteintes. En fait, c'est la même histoire, sauf que du coup, on voit le point de vue de Nate. Nate, c'est du coup le jeune homme qui a sauvé Finn. Du moins, c'est comme ça qu'on le voyait dans le tome. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire le tome 1, mais dans l'autre histoire, voilà. Dans l'autre version de l'histoire, on le voyait comme ça.
Et là, pas du tout, on va se rendre compte en fait qu'ils se sont sauvés l'un ou l'autre. Mais en fait, on va aussi découvrir une autre partie de l'histoire, parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier tome, Katia m'insupportait, mais à un point, elle était très drôle, hein, très exubérante, elle était sûrement très, très bien, mais du coup, on voyait que la facette qu'elle montrait à Finn. Et là, dans la version de Nate, on a vu une facette totalement différente d'elle, qui fait d'elle en fait un personnage beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus d'importance que j'avais pu avoir, et l'impression que j'avais dans l'autre tome en fait. C'est une amie, mais une amie en or, c'est le genre d'amie qu'on aimerait totalement avoir. Elle est capable de lire en Nate beaucoup de choses. Certes, elle ne lit pas tout, parce qu'il est, soyons pour le coup honnête, un très bon acteur, et ça arrive à cacher beaucoup de choses. Mais elle arrive à percevoir ces petites fissures, à rentrer dedans et à faire en sorte de juste qu'il soit heureux pendant un moment. Et si j'ai autant aimé, c'est parce que du coup, ça a été on va dire, pas une révélation, mais Nate en fait dit dès le début qu'il joue un personnage constamment en fonction de la personne qu'il a en face de lui, puisque la personne en face de lui est persuadée qu'il veut voir un Nate, un certain. Donc il montre ce Nate là qu'il veut voir et pas un autre. Et donc du coup il a tellement Nate en lui-même qu'il ne sait plus qui il est. On voit aussi sa relation très compliquée avec son père. Et pour le coup un véritable enfoiré, soyons honnêtes. C'est très... Je suis désolée de la vulgarité, mais c'est le cas. Pour le coup, il n'y a pas à mâcher ses mots, quand c'est le cas, c'est le cas. On voit aussi son énorme capacité à aimer, à réduire au maximum ses sentiments ou juste son importance pour pouvoir être un minimum aimé. Et si j'ai beaucoup de mal à en parler de ce bouquin-là, parce que honnêtement, il a résonné au plus profond de moi-même. En fait, il m'a un peu détruit, comme la passeuse de mots, en fait, où le tome 1, j'ai adoré parce que ça a résonné dans mon âme de lectrice, et le tome 2, parce que ça a montré à quel point les mots pouvaient blesser. Et ce tome-là, ce roman-là, en fait, nous montre que oui, les mots peuvent blesser, mais les actions, certains gestes, peuvent tout autant blesser que les mots ou les silences. Et le fait de voir sa capacité à sourire, à montrer au monde que oui, il va bien, alors qu'au plus profond de lui-même, ce n'est pas le cas. Il est juste un immense trou noir et persuadé qu'il vaut rien, en fait, qu'il n'est rien. Et la fin, du coup, on la connaît puisqu'on l'a vue dans l'autre tome. Mais on voit un petit apartheid de quelques années après. Et c'est ce petit apartheid-là qui m'a mis le plus gros baume au cœur dans l'histoire, parce qu'on l'a vu heureux, on l'a vu amoureux, on l'a vu aimé, entouré de ses amis, de la personne qu'il aime, dans sa bulle à lui, en fait, cette bulle qu'il a mis tant de temps à construire, à apprécier et à se battre pour elle, parce qu'il s'est battu pour toute cette bulle-là. Et j'ai adoré, et c'est l'un des passages qui m'a fait le plus de bien, parce qu'il y a beaucoup de passages qui m'ont fait du mal, honnêtement. Donc voilà, c'était un très beau roman, et je pense s'il a aussi une si grande importance. Certes, honnêtement, les mots m'en manquent et je ne suis pas assez cultivée pour pouvoir en parler, mais il a aussi voilà, il est juste... c'est juste parfait. Et alors, elles l'ont sorti pour l'été, et c'est une sortie juste... sortie livresque pour l'été qui est juste parfaite, honnêtement. Voilà. On voit une autre partie de l'histoire, on voit un complément, une autre point de vue, une autre vision des choses. Une vision des choses qui est aussi... Pour le coup, Nate est aussi détruit que Finn, d'une façon totalement différente, et donc du coup on voit ces deux destructions qui sont juste totalement et diamétralement opposées, et pourtant ils vont juste en fait se compléter parfaitement, ils vont se soigner l'un l'autre, ils vont juste vivre, et ça
on le comprend à la fin, que vivre est en fait certes très dur, mais c'est aussi l'une des plus belles choses qu'ils ont pu avoir. Et voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire. J'ai l'impression d'avoir pas mal radoté dans cette vidéo, d'avoir dit souvent les mêmes choses, d'avoir dit j'adore, trop bien, magnifique. Donc voilà. Mais oui, si on devait résumer, du coup, mes 2 plus gros coups de cœur, ce seraient ces 2-là. Et une très très belle surprise avec La Princesse sans visage, qui est une très belle lecture. Donc on se dit du coup à lundi prochain. Je vous souhaite une très très belle semaine, de belles vacances à ceux qui le sont et puis accrochez-vous ceux qui ne le sont pas. Allez, bye bye!